Ma sœur a déclaré, à partir de demain, cette maison est à moi. Ma mère a lancé, tu ne fais plus partie de cette famille. Papa a ajouté, fais tes valises et sors d'ici avant 7 heures demain matin. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de choquant. À 7h05 le lendemain matin, ils ont crié en ouvrant la porte. Annecy, en Haute-Savoie, a une histoire choquante pour nous aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner de famille du dimanche se transformerait en la nuit qui a complètement changé mon destin pour toujours. Je m'appelle Valérie et j'ai 28 ans. Mais cette nuit-là, je me suis sentie comme une étrangère indésirable dans la maison que j'avais soigneusement entretenue pendant des années. Le lourd silence s'est rompu au moment où ma sœur cadette a claqué son verre sur la table. Elle a déclaré qu'elle avait besoin de ma chambre pour sa carrière de streameuse parce que la lumière naturelle y était supérieure à celle de son installation actuelle. Elle m'a regardé droit dans les yeux en exigeant que je déplace mes affaires dans le sous-sol humide afin qu'elle puisse avoir une meilleure esthétique pour ses abonnés. Ma mère a continué à couper son steak sans lever les yeux, tout en remarquant nonchalamment que j'étais incroyablement égoïste de m'accrocher à la suite parentale au lieu de sacrifier mon confort pour soutenir l'avenir de ma sœur. Quand j'ai tenté de me défendre en leur rappelant que je payais absolument toutes les factures de service public, mon père a frappé du poing la table en acajou avec une force suffisante pour faire violemment cliqueter l'argenterie. Il a jeté un dossier bleu poussiéreux dans ma direction en criant que la propriété lui appartenait, selon un testament qu'il venait prétendument de découvrir. Il s'est penché en avant, une veine palpitant dans son cou, pour me livrer un ultimatum cruel, je devais faire mes valises et sortir de sa maison avant 7 heures du matin. J'ai ramassé le dossier sans verser une seule larme, car une froide détermination avait soudainement remplacé ma tristesse. Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose d'absolument choquant qui les laisserait hurler d'horreur lorsqu'ils ouvriraient la porte d'entrée le lendemain matin. Avant de continuer avec ce qui s'est passé ensuite, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur le bouton « J'aime » si vous soutenez la justice. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la trahison familiale est la plus douloureuse, afin que je sache que vous écoutez. Pour comprendre pourquoi je pouvais rester si incroyablement calme en tenant cette notification d'expulsion frauduleuse, vous devez d'abord comprendre que cette maison ne leur a jamais vraiment appartenu, ni moralement ni légalement. J'avais vécu entre ces murs de style Belle Époque avec ma grand-mère, mamie Élise, depuis l'âge de 6 ans, tandis que mes parents biologiques et Chloé vivaient confortablement dans une autre région. Ils nous rendaient rarement visite au cours de ces 2 décennies car ils étaient trop occupés à mener un train de vie fastueux sur la côte d'Azur qui a fini par s'effondrer autour d'eux. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de l'odeur des pâtisseries de ma grand-mère et de sa douce voix me lisant des histoires près de la cheminée, plutôt que de la présence des personnes qui m'ont donné naissance. Le cauchemar n'a commencé qu'il y a 6 mois, lorsque ma grand-mère est décédée et que mes parents se sont soudainement souvenus qu'ils avaient une fille vivant dans une propriété de valeur en Haute-Savoie. Ils n'ont pas emménagé immédiatement car ils étaient encore empêtrés dans leur entreprise en faillite dans le sud. Mais ils ont commencé à traiter ma maison comme leur futur plan de retraite tout en cachant le fait qu'ils faisaient face à une faillite totale. J'ai découvert leur ruine financière grâce à des avis bancaires en souffrance arrivés accidentellement à mon adresse, mais j'ai gardé cette information pour moi afin d'éviter de les embarrasser. Ils ont commencé à se présenter les week-ends avec un sentiment de droit qui me retournait l'estomac, agissant comme s'ils étaient les seigneurs du manoir alors que je n'étais qu'une gardienne temporaire. Je me souviens être rentré à la maison après un long service à l'hôpital un mardi après-midi et d'avoir trouvé une camionnette blanche garée sur la pelouse et la porte d'entrée grande ouverte. Le son des perceuses industrielles déchirait le silence paisible que j'avais toujours chéri dans cette maison. Je me suis précipité à l'intérieur, le cœur battant contre mes côtes, pour trouver 3 étrangers en train d'arracher le papier peint floral vintage que ma grand-mère avait tant aimé. Il recouvrait l'histoire chaleureuse du salon d'une froide et impersonnelle nuance de peinture grise qui donnait à la maison l'impression d'être une prison. Quand j'ai demandé qui avait autorisé cette destruction, le contremaître a simplement montré du doigt le jardin où Chloé filmait une vidéo sur son téléphone. Chloé dirigeait un autre groupe d'ouvriers qui transportait le fauteuil en velours antique de ma grand-mère vers une benne louée comme s'il ne s'agissait que d'ordures. J'ai couru dehors et j'ai physiquement saisi le fauteuil pour les arrêter, criant à ma sœur d'expliquer pourquoi elle détruisait notre héritage. Elle a à peine levé les yeux de son écran en me disant que les meubles étaient hideux et qu'elle avait besoin d'une esthétique moderne pour son arrière-plan sur les réseaux sociaux. Elle a qualifié de « déchets » les objets précieux avec lesquels j'avais grandi, disant qu'ils ruinaient la valeur de la propriété et a prétendu me rendre service en modernisant l'endroit. Quand j'ai essayé de chasser les ouvriers, maman est arrivée et s'est immédiatement lancée dans un discours répété sur le fait que je réagissais de manière excessive à un simple projet de rénovation. Elle se tenait là,
dans son manteau de créateur, et m'a dit que papa voulait seulement améliorer la maison pour que nous puissions tous vivre confortablement ensemble à l'avenir. Elle a utilisé les mêmes tactiques manipulatrices qu'elle avait toujours utilisées en prétendant que la famille signifie tout partager sans compter les points ni demander la permission. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit que je devrais être reconnaissante qu'il soit disposé à investir du temps et de l'énergie pour réparer ce qu'elle appelait une vieille bicoque délabrée. Je voulais leur crier de partir et de ne jamais revenir. Mais j'ai ravalé ma rage parce que j'avais fait une promesse à ma grand-mère sur son lit de mort. Elle m'avait supplié d'essayer de maintenir une relation avec mes parents parce qu'elle croyait que les gens pouvaient changer si on leur donnait assez d'amour et de patience. Je me suis accroché à cette promesse pendant 6 mois atroces tout en les regardant ronger l'âme de ma maison, morceau par morceau. Je payais les factures pendant qu'ils dépensaient leur argent en dîners coûteux et en rénovations esthétiques que je n'avais jamais demandées. Cependant, leur comportement au dîner de ce soir a prouvé que leur cupidité avait finalement éclipsé toute trace d'amour familial qu'ils auraient pu prétendre posséder. Ils ne voulaient pas de relation avec moi. Ils voulaient la maison, les biens et la liberté d'effacer mon existence dès que cela devenait gênant pour eux. Le moment où Gérard a menacé de me mettre à la porte de la maison que je possédais légalement a été le moment où ma promesse à mamie a été tenue et, par conséquent, rompue. J'avais fait de mon mieux pour être la fille merveilleuse qu'ils attendaient, mais ils m'avaient poussé au-delà du point de non-retour. Cette nuit-là, le vent hurlait à l'extérieur de la fenêtre, signalant une énorme tempête de neige approchant d'Annecy, ce qui reflétait parfaitement l'atmosphère turbulente à l'intérieur de ma salle à manger. La lourde table en acajou était couverte de récipients de plats à emporter graisseux parce que ma mère refusait de cuisiner dans ce qu'elle appelait ma « cuisine démodée », même si elle n'avait aucun problème à manger la nourriture que je payais. La conversation avait commencé par des plaintes désinvoltes sur la météo mais a rapidement changé lorsque Chloé s'est essuyé la bouche avec une serviette et m'a regardé avec le regard prédateur de quelqu'un à qui on n'avait jamais rien refusé dans sa vie. Elle a annoncé nonchalamment qu'elle avait passé l'après-midi à mesurer les dimensions de ma suite parentale pendant que j'étais occupé à préparer la table pour le dîner. L'air dans la pièce sembla se figer lorsque Chloé pointa un doigt manucuré vers le plafond et déclara « J'ai décidé que ta chambre est la seule qui convienne pour mon studio car l'éclairage du sous-sol me donne l'air blafard, donc tu dois déménager en bas ce soir. » Je suis resté assise là, dans un silence stupéfait, tandis qu'elle détaillait ses plans pour repeindre les moulures vintage et installer de la mousse insonorisante qui ruinerait l'intégrité historique des murs. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a suggéré que je devrais déplacer mes affaires dans le sous-sol non aménagé parce que le sol en béton humide serait assez bon pour quelqu'un qui passait de toute façon la plupart de son temps à l'hôpital. J'ai senti une vague d'indignation monter dans ma poitrine en regardant mes parents pour obtenir leur soutien, pour les trouver hochant la tête en accord avec ces demandes ridicules. Je l'ai regardé avec incrédulité et j'ai répondu, « Tu ne peux pas être sérieuse en voulant m'expulser de ma propre chambre alors que c'est moi qui ai payé pour chaque rénovation dans cet espace. » Chloé s'est penchée en arrière dans sa chaise avec une expression suffisante et a dit que je gaspillais complètement cet espace de premier choix parce que je ne créais pas de contenu pour Internet. J'ai sorti de mon sac la pile de factures de services publics que j'avais récupérées dans la boîte aux lettres plus tôt dans la journée et j'ai posé les documents montrant les paiements de la taxe foncière et du chauffage directement sur la table. Je leur ai dit fermement que c'était moi qui maintenais les lumières allumées et le chauffage en marche dans cette maison alors qu'ils ne contribuaient absolument en rien aux dépenses du ménage. Maman a levé les yeux au ciel tout en balayant les documents sur le sol et a lancé « Arrête d'être une gamine si égoïste, Valérie. Ta sœur a réellement une chance de devenir célèbre, et tu devrais être reconnaissante de la soutenir au lieu d'agir comme une propriétaire avide. » Elle m'a regardé avec une profonde déception et m'a dit que l'argent était la seule chose qui m'importait, alors que ma sœur essayait de construire une carrière légitime. Elle m'a reproché d'être si calculatrice et froide envers ma propre chair et mon propre sang pour une simple attribution de chambre. J'ai tenté de faire valoir que le paiement de l'hypothèque me donnait des droits, mais papa a décidé de mettre fin à la conversation en frappant violemment du poing la table, plongeant tout le monde dans le silence. Il a attrapé sous sa chaise le dossier bleu poussiéreux que j'avais vu plus tôt et l'a jeté vers moi avec un ricanement triomphant. Il a prétendu que c'était un codicile manuscrit au testament de mamie Élise qui le nommait administrateur et bénéficiaire unique de la succession parce qu'il était le fils aîné. Il s'est levé de table, son visage virant au rouge foncé, tout en pointant un doigt tremblant directement sur mon visage pour rendre son jugement final. Papa s'est penché en avant jusqu'à ce que je puisse sentir l'odeur d'alcool ranci sur son haleine et a crié « Cette maison m'appartient en tant que fils aîné, alors tu as jusqu'à 7 heures demain matin pour emballer tes cochonneries et disparaître de ma vue. » Je les ai regardés tous les trois, debout, les bras croisés, et j'ai réalisé que toute nouvelle tentative de raisonnement avec eux serait une perte de temps.
Ils s'étaient convaincus que ce vol était en fait leur droit de naissance, et rien de ce que je dirais ne changerait leur récit délirant. Ils ont décidé de ne pas passer la nuit parce que la maison était trop encombrée à leur goût, et ils voulaient dormir dans le confort de leur chambre d'hôtel avant le grand déménagement. Ils ont pris leur manteau et sont sortis par la porte d'entrée sans débarrasser une seule assiette de la table, car ils croyaient que le nettoyage était le devoir du membre subalterne de la famille. Je me tenais au centre de la cuisine et j'ai écouté le son du moteur de leur voiture s'éloigner dans la nuit enneigée. Ils sont partis en croyant que j'étais une femme vaincue qui passerait la nuit à pleurer et à emballer sa vie dans des boîtes en carton pour satisfaire leur cupidité. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'en me laissant seul dans la maison pour les 10 prochaines heures, ils m'avaient donné l'occasion parfaite d'orchestrer leur chute. 30 minutes après que les feux arrière rouges de leur voiture eurent finalement disparu dans l'obscurité blanche et tourbillonnante de la tempête de neige, j'ai pris mon téléphone d'une main qui tremblait, non pas de peur, mais de la pure adrénaline de ce que j'allais faire. La maison semblait étrangement silencieuse sans leur présence oppressante remplissant les pièces. Pourtant, le silence était aussi lourd de l'anticipation des actions irréversibles que j'étais sur le point de prendre contre ma propre chair et mon propre sang. J'ai déverrouillé mon écran et composé le numéro privé de Maître Dubois, qui avait été l'avocat de confiance de ma grand-mère pendant plus de 40 ans et était la seule personne qui connaissait toute l'étendue des protections légales qu'elle avait mises en place pour moi. Il a répondu à la deuxième sonnerie malgré l'heure tardive car il s'attendait à cet appel spécifique depuis que mes parents avaient commencé à se présenter sans prévenir il y a 6 mois pour inspecter la propriété. J'ai pris une profonde inspiration pour stabiliser ma voix contre la marée montante d'émotions et j'ai dit « Maître Dubois, ils viennent d'essayer de m'expulser en utilisant un codicile frauduleux qu'ils prétendent avoir trouvé, j'ai donc besoin que vous activiez le plan B immédiatement. » L'avocat a poussé un lourd soupir à l'autre bout du fil avant de m'assurer que les documents étaient déjà préparés et qu'il déposerait les requêtes nécessaires à la première heure le lendemain matin pour garantir que la police reconnaisse ma propriété exclusive. Il m'a dit de procéder à la sécurisation de la propriété et de tout documenter avant mon départ, promettant que d'ici midi demain, leur petite comédie serait légalement démantelée. Une fois que j'ai raccroché le téléphone, j'ai attrapé une seule grande valise dans le placard du couloir et j'ai commencé le processus sélectif de n'emballer que les articles qui avaient une véritable valeur sentimentale ou monétaire. J'ai soigneusement enveloppé le collier de perles vintage de Mamie Élise et sa bague de fiançailles en diamant dans du velours doux avant de les placer en toute sécurité dans un compartiment caché de mon sac, à côté de mon certificat de naissance et du titre de propriété original de la maison. Je suis passé devant les canapés en cuir coûteux et la table à manger en acajou sans un second regard, car je voulais leur laisser une maison entièrement meublée qu'ils pourraient regarder mais pas réellement apprécier. Mon prochain arrêt a été le panneau de contrôle central dans le couloir, qui gouvernait tout le système de sécurité intelligent que j'avais installé l'année dernière en utilisant mes propres économies de l'hôpital. J'ai navigué jusqu'à l'écran de gestion des utilisateurs et j'ai ressenti une froide vague de satisfaction en sélectionnant les profils intitulés « Maman » et « Papa » avant de supprimer définitivement leurs données d'empreinte digitale et leur code d'accès du système. J'ai programmé un nouveau code maître qui était une chaîne de chiffres aléatoires que seul moi connaîtrais et j'ai réglé le système sur un mode de verrouillage total qui nécessiterait des clés de déverrouillage physique que seul moi possédais. Ma vengeance a continué lorsque j'ai tourné mon attention vers le routeur internet situé dans le salon, qui était la bouée de sauvetage absolue de toute l'existence de Chloé et de ses aspirations professionnelles délirantes. Je me suis connecté au portail administrateur sur mon ordinateur portable et j'ai changé le nom du réseau en un message qu'il comprendrait, tout en définissant un mot de passe complexe qu'elle ne pourrait jamais deviner en 1 million d'années. Je savais que sans Internet à haut débit pour diffuser ses vidéos ou télécharger son contenu, la maison deviendrait instantanément inutile pour elle, et ses crises de colère seraient insupportables à gérer pour mes parents. J'ai ensuite ouvert les sites web des compagnies de services publics sur mon téléphone et j'ai programmé une suspension immédiate des services d'électricité et d'eau, à partir de 6 heures du matin, sous prétexte d'une maintenance d'urgence. J'imaginais le visage de ma mère lorsqu'elle essaierait d'ouvrir le robinet pour faire son café du matin, pour n'être accueillie que par un gargouillis creux provenant des tuyaux secs et l'incapacité de tirer la chasse d'eau. L'étape finale et la plus dévastatrice de mon plan concernait le lourd cadran en fer du thermostat qui contrôlait le chauffage central de toute la structure de la maison, essentiel pour survivre pendant un hiver en Haute-Savoie. J'ai marché dans le couloir, sentant la chaleur qui remplissait actuellement la maison et sachant qu'elle allait être remplacée par le froid mordant qui attendait dehors. J'ai tendu la main et j'ai tourné le cadran jusqu'au réglage le plus bas possible et j'ai écouté le bourdonnement réconfortant de la fournaise crachoter et mourir dans un silence sinistre. La température extérieure chutait rapidement en dessous de 0, et sans le chauffage en marche, cette grande maison se transformerait en une véritable glacière en quelques heures.
Je suis resté là un moment dans l'air qui se refroidissait et j'ai réalisé que je n'étais pas seulement en train d'éteindre le chauffage, j'éteignais le dernier reste de chaleur que j'avais jamais ressenti pour les personnes qui étaient censées m'aimer. L'horloge a sonné 3 heures du matin alors que les phares de la camionnette de ma meilleure amie balayaient la fenêtre du salon comme le faisceau d'un phare perçant l'épaisse chute de neige. Ma meilleure amie, Camille, a sauté du siège conducteur, vêtue d'une épaisse parka, et a immédiatement commencé à patauger dans la neige jusqu'aux genoux pour atteindre le porche où j'attendais. Elle a tapé la neige de ses lourdes bottes avant d'entrer dans le hall, et son souffle a immédiatement formé un nuage de brume blanche visible dans l'air glacial de l'entrée. Camille a regardé le salon ombragé avec de grands yeux et a frotté ses mains gantées pour générer un peu de chaleur avant de se tourner pour me regarder avec inquiétude. Elle pouvait sentir que la maison était anormalement froide pour une résidence occupée, et elle savait que mon plan était déjà en pleine action. Il fait déjà un froid glacial ici, Valérie. Alors, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas vraiment cassé la fournaise avant même que nous ayons réussi à sortir tes cartons jusqu'à la camionnette, a chuchoté fort Camille dans le silence. J'ai secoué la tête et j'ai pris une caisse pleine de livres en expliquant, la fournaise est simplement en train de dormir, tout comme ils souhaiteront l'être quand ils entreront dans cette glacière dans quelques heures. Nous avons travaillé dans un silence rythmé pour transporter les objets restants jusqu'à sa camionnette, car nous voulions conserver notre énergie contre le vent mordant qui fouettait les coins de la maison. Chaque fois que nous ouvrions la porte d'entrée pour sortir une charge, la tempête semblait crier sa désapprobation, mais le travail physique maintenait mon sang en circulation malgré la chute du mercure. Une fois la dernière boîte solidement attachée dans la benne couverte de sa camionnette, nous sommes retournés à l'intérieur pour une dernière inspection de la propriété afin de nous assurer que tout était parfaitement en place. La maison avait exactement la même apparence que toujours, avec les meubles parfaitement arrangés et les œuvres d'art accrochées au mur, mais l'âme de l'endroit avait été complètement éteinte avec les services publics. Camille s'est arrêtée près de la porte, la main sur le cadre, et m'a regardé avec une expression sérieuse qui me disait qu'elle s'inquiétait de l'ampleur de ce que je faisais. Elle savait qu'une fois que j'aurais franchi cette porte, il n'y aurait pas de retour en arrière, et le pont entre moi et ma famille serait incinéré pour toujours. Valérie, es-tu absolument sûre de vouloir aller jusqu'au bout maintenant, considérant que le blizzard dehors devient dangereux et que tu te retrouves effectivement sans abri, a-t-elle demandé avec une peur sincère dans la voix. J'ai regardé les murs qui m'avaient abrité pendant 20 ans, puis les escaliers sombres menant à la chambre que ma sœur se sentait en droit de voler. Je n'ai ressenti aucune hésitation dans mon cœur, seulement une froide résolution qui correspondait à la tempête hivernale qui faisait rage à l'extérieur. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu fermement, je ne m'enfuis pas, Camille. Je leur rends simplement exactement ce qu'ils méritent, une coquille de maison complètement vide. Je lui ai tourné le dos et je suis entré dans la cuisine où le clair de lune se déversait sur les comptoirs en granit que mon père prétendait posséder. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti l'épaisse enveloppe blanche qui contenait les documents qui allaient finalement sceller leur sort. J'ai placé l'enveloppe scellée directement au centre de la table de la cuisine, où ce serait la toute première chose qu'il verrait en entrant dans la pièce pour se plaindre du froid. Elle était là comme un drapeau blanc de reddition qui était en fait une déclaration de guerre, nette et brillante contre le bois sombre de la table. À côté de l'enveloppe, j'ai délibérément placé le lourd porte-clés en laiton qui tenait les clés de la porte d'entrée, de la porte arrière et du garage. C'étaient les clés que j'avais utilisées depuis le lycée, mais elles étaient maintenant des morceaux de métal complètement inutiles car j'avais remplacé les cylindres des serrures il y a des semaines sans le dire à personne. Je les ai arrangées soigneusement pour qu'elles ressemblent à une offrande de conformité, sachant que mon père ressentirait une vague de victoire en les voyant juste avant de réaliser qu'elles n'ouvraient absolument rien. J'ai jeté un dernier regard à la cuisine où j'avais appris à faire de la pâtisserie avec mamie Élise et j'ai ressenti un seul pincement de tristesse qui a été rapidement remplacé par le souvenir des paroles cruelles de ma mère au dîner. Je suis retourné à la porte d'entrée où Camille attendait et je suis sorti dans la neige tourbillonnante sans regarder en arrière. J'ai refermé la lourde porte en chêne et j'ai écouté le clic satisfaisant de la serrure qui s'enclenchait, scellant la maison comme un tombeau. Nous sommes montés dans la camionnette et, en nous éloignant, j'ai regardé la maison disparaître dans l'obscurité du rétroviseur, sachant qu'elle était maintenant une forteresse froide et sombre, isolée du monde. Je leur avais laissé la structure qu'ils convoitaient tant, mais j'avais pris la lumière, la chaleur et l'accès, ne leur laissant rien d'autre qu'un monument glacial à leur propre cupidité. À exactement 7h05 le lendemain matin, les lourds pneus d'un camion de déménagement loué ont grondé dans l'allée enneigée du domaine avec un sentiment de droit qui a troublé le silence paisible de l'hiver. Mes parents et ma sœur sont sortis de la cabine chaude avec l'énergie triomphante de conquérants arrivant enfin pour réclamer leur butin de guerre après une longue bataille. Chloé était déjà vêtue d'une tenue élégante mais peu pratique pour la météo,
car elle tenait son smartphone à bout de bras pour enregistrer son introduction pour un nouveau vlog de « visite de la maison ». Elle a tournoyé dans l'allée avec un faux sourire plaqué sur son visage tout en disant à ses abonnés qu'elle emménageait enfin dans le studio de rêve qu'elle avait toujours mérité. Ils se sont approchés du Porsche massif avec des pas assurés, complètement inconscients qu'ils entraient dans une forteresse qui avait été dépouillée de tout le confort qu'ils tenaient pour acquis. Papa s'est dirigé le premier vers la porte d'entrée et a tapé son code personnel à 4 chiffres sur le clavier intelligent avec une confiance arrogante, s'attendant à ce que la lourde porte en chaîne s'ouvre immédiatement. La petite lumière sur la serrure électronique a clignoté d'un rouge furieux au lieu du vert accueillant qu'il s'attendait à voir, signalant que l'accès était indéniablement refusé. Il a froncé les sourcils de confusion et a sorti son trousseau de clés pour essayer le peine dormant mécanique, mais la clé a refusé de tourner dans le cylindre car j'avais changé le barillet des semaines auparavant sans le leur dire. Il a secoué la clé violemment et a cogné son épaule contre le bois, mais la porte est restée immobile et complètement scellée contre son intrusion. La frustration sur son visage s'est rapidement transformée en une dangereuse nuance de violet alors qu'il réalisait que son autorité était défiée par un objet inanimé. Il a frappé du poing le bois massif du cadre de la porte et a crié à plein poumon, « Espèce de petite peste! Tu as changé le code? Ouvre cette porte tout de suite, ou tu le regretteras. » Maman a essayé de regarder à travers les fenêtres givrées et a suggéré que je m'étais peut-être endormi ou que j'avais changé les serrures par accident, mais sa voix manquait de réelle conviction. Papa a complètement perdu son sang-froid lorsque Chloé s'est plainte que ses mains devenaient froides, et il est retourné en trombe au camion pour récupérer une lourde masse de sa boîte à outils. Il a contourné la maison jusqu'à l'entrée arrière où le panneau de verre était plus vulnérable et a brisé le mécanisme de verrouillage d'un coup violent qui a envoyé des éclats de bois et de verre voler sur le Porsche enneigé. Il n'avait absolument aucune idée que le système d'alarme silencieux venait d'être déclenché par l'impact et envoyait actuellement des séquences vidéo haute définition de son effraction directement sur le cloud pour que mon avocat les examine. Ils sont entrés dans la cuisine en tapant des pieds, s'attendant à ce que la chaleur d'une maison chauffée décongèle leurs membres gelés, mais ils ont été accueillis par un air considérablement plus froid que celui de l'extérieur, car l'isolation piégeait les températures glaciales à l'intérieur. Chloé a cherché l'interrupteur pour éclairer son introduction vidéo, mais le lustre en cristal au-dessus de la table à manger est resté sombre car l'électricité avait été coupée à la source des heures auparavant. Maman est allée à l'évier pour remplir la bouilloire pour le thé, mais lorsqu'elle a tourné la poignée, le robinet n'a produit qu'un gargouillis creux qui a résonné sinistrement dans la pièce silencieuse. Chloé a frissonné violemment dans son mince manteau et a regardé la pièce sombre avec une panique croissante avant de crier « Pourquoi fait-il un froid glacial ici? Et pourquoi les lumières ne s'allument pas pour ma vidéo ?» Puis leurs yeux se sont posés sur le seul objet qui rompait le vide du comptoir en granit, l'enveloppe blanche et nette posée seule au centre de la table de la cuisine comme une pierre tombale. Chloé l'a arrachée avant que papa ne puisse l'atteindre et a déchiré le seau avec des doigts frénétiques, désespérée de comprendre ce qui arrivait à son studio de rêve. Elle a sorti les documents et a poussé un cri perçant qui ressemblait plus à celui d'un animal blessé qu'à celui d'un être humain. Alors que ses yeux parcouraient le texte en gras sur la première page, elle a jeté les papiers sur la table et a hurlé, elle l'a vendue. Elle a vraiment vendu la maison à une fondation caritative, et la vente est déjà en cours. Papa a attrapé l'autre papier, qui était la copie notariée du vrai testament de Mamie Élise, et son visage est devenu cendré en réalisant que sa contrefaçon avait été exposée. Il se tenait là, dans l'obscurité glaciale de la cuisine, entouré par les preuves physiques de leur défaite, tandis que la température continuait de chuter autour d'eux. 2 heures plus tard, les sirènes hurlantes des voitures de police ont déchiré l'air matinal tranquille du quartier résidentiel, mettant fin à l'impasse qui couvait à l'intérieur de la maison glaciale. Mon père avait pris la décision incroyablement stupide d'appeler les autorités parce que son arrogance l'aveuglait sur le fait qu'il était le criminel dans cette situation. Il croyait sincèrement qu'il pourrait manipuler les agents pour me forcer à remettre les services publics en marche en se présentant comme la victime de maltraitance envers une personne âgée. L'agent Durand a été le premier à arriver sur les lieux, et il est sorti de sa voiture de patrouille avec une expression sévère qui suggérait qu'il avait très peu de patience pour les conflits domestiques par un matin si glacial. Il a remonté l'allée, dépassant le camion de déménagement, et a immédiatement remarqué le verre brisé et le bois éclaté sur le porche arrière, là où papa avait utilisé la masse pour forcer l'entrée. Je me suis garé sur le bord de la route quelques instants plus tard dans la berline noire de Maître Dubois, et nous sommes sortis dans la neige juste au moment où l'agent Durand entrait dans la cuisine par la porte cassée. La scène à l'intérieur de la cuisine était pathétique, car mes parents et Chloé étaient blottis les uns contre les autres dans leurs manteaux d'hiver, frissonnant violemment contre l'îlot de cuisine. Papa s'est immédiatement précipité vers l'agent, le doigt pointé accusateur sur moi,
et a commencé à crier que j'avais essayé de les faire mourir de froid en coupant malicieusement les lignes électriques. Il a agité son faux dossier bleu dans les airs et a exigé que je sois arrêté immédiatement pour avoir mis sa famille en danger et l'avoir enfermé hors de sa propre propriété. L'agent Durand a levé une main pour faire taire la tirade de mon père et a regardé le cadre de porte détruit et l'état général de la maison. Il a tourné son attention vers moi et Maître Dubois alors que nous entrions calmement dans la pièce avec l'assurance de personnes qui détenaient toutes les cartes gagnantes du jeu. Maître Dubois a ajusté ses lunettes et a ouvert sa mallette pour révéler les documents notariés impeccables qui prouvaient sans l'ombre d'un doute qui était le véritable propriétaire du domaine. Maître Dubois s'est avancé et a parlé avec une autorité calme qui a instantanément réduit la pièce au silence. Agent Durand, je voudrais vous informer que ma cliente est l'unique propriétaire légal de ce domaine, et que ces individus sont actuellement en train de violer une propriété privée et de la détruire. Mon père a halté d'indignation et a essayé d'interrompre, mais l'agent Durand a pris les documents de Maître Dubois et a commencé à les examiner avec un scrupule professionnel qui a fait perler la sueur sur le front de papa. L'agent a comparé le titre de propriété officiel et le testament certifié au papier manuscrit taché de café que mon père serrait si désespérément. Il n'a fallu que quelques secondes à un professionnel de l'application de la loi chevronnée pour reconnaître que les documents de mon père étaient des contrefaçons grossières qui ne tiendraient jamais devant un tribunal. L'agent Durand a regardé les séquences vidéo que j'avais affichées sur ma tablette, qui montrait clairement papa balançant la masse contre la porte pendant que la serrure électronique clignotait en rouge. Chloé a soudainement réalisé que le vent tournait contre eux, et elle a sorti son téléphone pour commencer une diffusion en direct dans une tentative désespérée d'utiliser la sympathie du public comme une arme. Elle a tenu la caméra devant son visage taché de larmes et a commencé à se lamenter auprès de ses abonnés que la police conspirait avec sa méchante sœur pour la jeter dehors dans la tempête de neige. Elle a crié à l'injustice et à la corruption, espérant que sa renommée sur Internet l'emporterait d'une manière ou d'une autre sur les lois de la République française. L'agent Durand s'est tourné vers elle avec un regard de tolérance absolument nul et lui a ordonné de baisser l'appareil immédiatement ou de faire face à des accusations d'entrave à une enquête de police. Chloé s'est étouffée dans ses fausses larmes et a baissé le téléphone alors que la réalité de sa situation s'est finalement abattue sur sa vision du monde privilégié. L'agent s'est retourné vers mes parents et a rendu le véritable titre de propriété à Maître Dubois avant de croiser les bras sur sa poitrine. Il a regardé directement mon père et a dit « Monsieur, vous avez exactement 15 minutes pour retirer vos effets personnels et votre véhicule de cette propriété avant que je ne vous mette en état d'arrestation pour effraction. » Ma mère a poussé un cri d'horreur et m'a regardé avec des yeux suppliants, espérant que j'interviendrais pour les sauver de l'humiliation qu'ils s'étaient infligée. Elle a essayé de jouer la carte de la famille une dernière fois en chuchotant que je ne pouvais pas faire ça à ma propre chair et à mon propre sang en plein hiver. Je l'ai simplement regardé sans ciller et je lui ai rappelé que c'était eux qui m'avaient donné une date limite de 7 heures du matin pour partir. L'humiliation était palpable alors qu'ils étaient forcés de sortir de la maison sous l'œil vigilant de l'officier de police, tandis que les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Ils sont remontés dans leur camion de location la tête basse, vaincus non par ma cruauté, mais par les conséquences de leur propre cupidité insatiable. 6 mois se sont écoulés depuis que cette tempête de neige a balayé les vestiges du passé, et je peux enfin dire que le silence dans ma vie n'est plus lourd d'appréhension, mais léger d'une liberté absolue. La vente du domaine d'Annecy a été finalisée quelques semaines après l'incident, et j'ai pris une décision qui garantirait que mes parents ne verraient jamais un seul centime de la valeur nette qu'ils convoitaient si désespérément. J'ai mis la propriété en vente à un prix juste à un charmant jeune couple qui a promis de restaurer le papier peint vintage et de traiter la maison avec le respect qu'elle méritait plutôt que de la dépouiller pour ses pièces. Lorsque le chèque substantiel des recettes a finalement été crédité sur mon compte bancaire, je n'ai pas gardé l'argent pour moi car je voulais couper tout lien financier possible avec ce chapitre de ma vie. J'ai pris la totalité de la somme de l'héritage et l'ai donnée à une fondation caritative locale dédiée à fournir un logement et des soins médicaux aux personnes âgées abandonnées par leur famille. C'était l'hommage parfait à mamie Élise, qui avait été négligée par son propre fils, et c'était l'acte de vengeance ultime contre mon père, qui valorisait l'argent plus que les liens humains. J'ai envoyé une photocopie du reçu de don déductible des impôts à l'adresse du motel Bon Marché où mes parents séjournaient, juste pour leur faire savoir que leur droit de naissance avait disparu pour toujours. Mes parents vivent actuellement dans un état de ruine absolue, car leur tentative d'effraction dans ma maison a révélé leur emplacement aux créanciers agressifs dont ils se cachaient depuis des mois. Ils ont perdu la caution du camion de déménagement à cause des dommages que Gérard a causés avec la masse, et ils ont été rapidement expulsés de leur précédent appartement pour non-paiement de loyer. Ils résident actuellement dans une chambre de motel exiguë en bord de route à la périphérie de la ville, où ils passent leur journée à me blâmer pour leur malheur au lieu de prendre la responsabilité de leur cupidité.
Chloé ne s'en est pas mieux sortie, car j'ai décidé de contrer son faux récit en téléchargeant les séquences de sécurité haute définition d'elle criant sur l'officier de police sur la même plateforme de médias sociaux qu'elle utilisait pour m'intimider. La communauté internet n'a pas réagi avec bienveillance en voyant une influenceuse privilégiée essayer de voler la maison de sa sœur en plein hiver, et son nombre d'abonnés s'est évaporé presque du jour au lendemain, ainsi que ses contrats de sponsoring. Elle a été forcée de troquer son anneau lumineux contre un tablier taché de graisse, et elle travaille maintenant des doubles services comme serveuse dans un restaurant local pour joindre les deux bouts. J'ai entendu par une connaissance commune qu'elle se plaint souvent aux clients de sa « méchante sœur », mais personne n'écoute une fille qui a été filmée en train d'exiger une maison qu'elle n'a pas payée. Quant à moi, j'ai emballé les quelques objets sentimentaux que j'avais gardés et j'ai déménagé à La Rochelle, une ville côtière où les hivers sont doux et où les gens ne connaissent pas mon nom de famille. J'ai utilisé mes économies personnelles pour acheter une modeste maison près de l'océan, et pour la première fois de ma vie, je rentre dans un espace qui me semble entièrement et sans complexe mien. Je ne sursaute plus quand le téléphone sonne ou ne m'inquiète plus que quelqu'un se présente à ma porte pour exiger des choses qui ne lui appartiennent pas. Toute cette expérience m'a appris que partager de l'ADN avec quelqu'un ne lui donne pas un laissez-passer à vie pour vous manquer de respect, vous abuser ou exploiter votre travail acharné pour son propre gain égoïste. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que l'indépendance financière est le bouclier le plus solide qu'une femme puisse avoir contre une famille toxique, et que fixer des limites fermes est un acte d'amour-propre, pas d'égoïsme. J'ai réalisé qu'on ne peut pas sauver des gens qui sont déterminés à vous noyer juste pour se maintenir à flot, et que s'éloigner est parfois la chose